Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on va se faire des copains incroyables. Oui. Comment ça va Sophie ? Bon, ça va, on va parler d'un petit sujet sympa, je vais essayer de pas passer trop de temps, pas comme souvent. Je ne vois pas à quoi tu fais Et toi ? référence, voyons. Du tout. Eh ben moi je vais partir dans le Massachusetts à la rencontre d'un mystérieux criminel qui s'en prend au rétroviseur des voitures. Oh là là. Est-ce qu'on aura du sang, des larmes, des boyaux ? Alors non, on n'aura Non. ni larmes, ni sang, ni boyaux. D'ailleurs, le joueur le prennent plutôt bien. On détruit leur rétroviseur, ils font... bon, voilà, c'est... Ah, c'est pas un crime du coup. Bon, on va voir ça d'ici quelques Oh bah je suis instants. curieuse. Sophie, avant de parler de nos deux sujets respectifs, la rétro, est-ce que tu as découvert des choses intéressantes dans le monde des oiseaux cette semaine ? Alors, pas grand chose de très très intéressant cette semaine, contrairement à d'habitude, ça change un peu, d'habitude on a 15 000 news, là, bon, ça va. C'est vrai que c'était un peu... Un petit... Une petite surprise sympathique s'il y a des gens qui s'inquiètent pour l'avenir de certains oiseaux. Il y a un oiseau dont on avait un petit peu peur que peut-être il soit sur le déclin, et finalement ce n'est pas trop le cas, donc c'est un petit passereau endémique dans le... du côté de la cordillère des Andes, du côté de la Colombie, cordillère centrale plutôt d'ailleurs. Et ce petit passereau est finalement pas tant en déclin que ça, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors si vous avez envie de voir ce que c'est comme oiseau, ça s'appelle un Callistes multicolore, et c'est très très joli, avec un ventre tout jaune, un dos noir, et une petite crête orange, mais pétante, la crête. Incroyable, mais je crois que j'en avais déjà vu au parc des oiseaux de Villars-les-Dombes, si je dis pas de bêtises. Moi, je vais parler d'un oiseau particulier, Sophie, qui était utilisé pour transmettre des messages dans la Rome antique. Ah, dans la Rome antique. Alors, c'est un oiseau qui était utilisé notamment pour, transmettre les résultats des courses hippiques. Voilà. C'était un oiseau que l'on peignait de la couleur du vainqueur de cette course. Voilà. Pardon. C'est Pline l'Ancien qui raconte ça dans Historia Naturae. À ton avis, quel est cet oiseau, Sophie ? Bah, je serais partie sur un pigeon, mais j'imagine que c'est pas le cas. Ah bah non, évidemment, si je te pose la question, c'est que ce n'est pas le cas. Une colombe, du coup ? Non, pas du tout. Une colombe blanche, c'est facile à peindre comme ça ? Pas du tout, non. Non, pense à... Une poule ? Non, la poule qui se promène dans les rues de Rome. Ah, c'est vrai que ça aurait pu. Voilà, ça fait un petit... Non, on cherche un oiseau qui vole. Tu lui mets un petit drapeau sur la tête, là. C'est vrai. Un oiseau qui vole. C'est vrai. Un oiseau qui vole. Tu vas me dire, ça élimine les manchots, ça élimine... Oui, bon, mais ça en garde quand même pas mal, hein. Plus de 10 000 espèces d'oiseaux, mine de rien. Je sais pas, une griffe, peut-être ? C'est pas une griffe, non, ce sont des hirondelles. Des hirondelles ? Des hirondelles, absolument. Des hirondelles qui étaient utilisées par certaines personnes de la petite ville de Volterra. Et en fait, ces hirondelles, donc ce peuple était installé, d'après ce que j'ai compris, dans les rues de Rome. Et c'est un peuple qui utilisait effectivement des hirondelles pour transmettre des messages. Voilà. D'accord. Aussi bien des messages qui étaient, on va dire, particulièrement utiles pour les résultats des courses, que des messages qui étaient parfois utiles pour tout ce qui était transmission militaire ou autre. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un ornithologue français dont j'ai oublié le nom, j'ai oublié de le noter, qui dans les années 70, on est au début de la guerre franco-prusse, a recommandé à l'armée française d'utiliser des hirondelles, et donc il a capturé des hirondelles, et donc il a essayé de les entraîner justement pour qu'elles puissent transmettre des messages. Alors que, effectivement, on pense à l'utilisation des pigeons, mais les hirondelles ont également été utilisées pour transmettre des messages. C'est fou, hein ? Ah, mais c'est top ça. Incroyable. Ah, mais tu vois, je savais pas. De mon côté,
un article très intéressant sur le site du Cornell Lab of Ornithology, qu'on connaît très bien, qui parle cette fois-ci de la fumée. Alors, à ton avis... La fumée papale là, avec non, pas celle-là. avec nos deux goélands qui étaient présents au moment où le nouveau pape a été élu. Non, pas celle-là, je parle de fumée sur des feux de forêt de grande envergure, avec, tu te souviens des feux de forêt en Australie notamment, mais aussi Absolument. des feux de forêt qu'on peut avoir en Californie ou dans ce genre d'endroits en ce moment. Et du coup, la question c'est, est-ce que les feux de forêt sont dangereux pour les oiseaux ? Alors à ton avis, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que la fumée, inhaler de la fumée pour les oiseaux, ce serait dangereux ? Bah je pense que oui. Ah bah, t'as tout à fait raison, parce qu'effectivement, bah, c'est comme nous, hein, ils ont des poumons aussi, et effectivement, nous, quand on respire de la fumée, de la grosse fumée bien noire qui tâche, et ben on a des problèmes derrière. Et les oiseaux aussi. Et c'est encore pire parce que non seulement ils ont des poumons, mais aussi ils ont tout un réseau de sacs aériens particulièrement important, et donc ils ont encore d'autant plus de surface d'échange et d'autant plus de problèmes qui peuvent survenir. Donc la fumée est d'autant plus dangereuse pour ces animaux-là, et donc voilà, c'est heureusement ils sont pas sans défense contre la fumée, donc si vous lisez l'article, vous verrez, il y a plein de petits détails, c'est super intéressant, je vous conseille d'aller voir. Okay. Mais en gros, ils expliquent qu'ils ont plein de stratégies pour éviter la fumée, donc évidemment ils s'enfuient, hein, c'est comme ça que ça marche. C'est logique. Jusque-là tout va bien. Et quand ils doivent migrer et qu'il y a des feux de forêt gigantesques qui sont sur les endroits où ils doivent migrer, et ben soit ils passent au-dessus, à des altitudes beaucoup plus élevées que d'habitude, soit ils contournent, soit ils attendent dans une aire de repos préalable pour passer une fois que la fumée s'est dispersée. Donc ils ont plein de petites stratégies comme ça qui sont très efficaces, qui malheureusement ont un coût, parce qu'évidemment quand on décide de contourner un grand feu de forêt, de passer par-dessus ou bien d'attendre, et ben ça a un coût énergétique, et surtout ça a un coût en temps qui sera peut-être perdu pour la migration ou pour la reproduction derrière, c'est possible. Il y a de la rétromigration ou pas ? Grosso modo, le fait de revenir en arrière... Ok. Ils n'en ont pas parlé. Non, il y a un arrêt qui peut se faire, mais une rétromigration, non. Ok. Et c'est bien que tu parles effectivement de poumons, Sophie, parce que très très généralement, on dit que les sacs aériens remplacent les poumons. Ce n'est pas le cas, hein. Les oiseaux ont bel et bien des poumons, comme nous, hein. Ils ont en plus les sacs aériens, bien sûr, mais... assez souvent, j'entends justement des gens qui parlent parfois des oiseaux, et même des naturalistes qui parlent justement des oiseaux comme n'ayant pas de poumons. Mais si, les oiseaux ont bel et bien des poumons. Si. Rassurez-vous là-dessus. Exactement. Moi, je vais parler d'un jeu vidéo, Sophie. Pour changer ? Comment ça, pour changer ? C'est rare qu'on en parle dans le courrier de la Sterne. Mais là, j'en parle pour une bonne raison, parce que c'est un jeu vidéo français. Le nom du jeu, c'est Jacques Barrault. Évidemment, une référence à Jack Sparrow, tu l'as bien compris. Mais c'est aussi une référence aux pétrels de Barrault. Et c'est là où le jeu est intéressant, c'est que c'est un jeu qui va expliquer en fait les dangers que rencontrent les pétrels de Barrault, qui sont endémiques de la Réunion. Et c'est un jeu justement qui tourne sur l'explication de pourquoi les lumières, notamment évidemment les prédateurs, sont particulièrement problématiques, notamment pour les jeunes pétrels de Barrault, qui est une espèce en danger sur l'île. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est la Société ornithologique réunionnaise qui a demandé justement aux deux développeurs Rodolphe Bax et Thierry Brochard de réaliser un jeu justement sur le pétrel de Barrault à travers ce qu'on appelle une game jam. Alors, j'ai pas toutes les modalités pour l'instant de la game jam, parce que c'est un sujet que moi je vais creuser un petit peu de mon côté pour en sortir un papier d'ici quelques semaines. Mais grosso modo, une game jam, on vous donne un sujet et votre objectif c'est de traduire entre guillemets ce sujet en jeu. Donc ça peut être un sujet, on va dire, qui va restreindre une mécanique, ou qui va vous obliger par exemple à adopter un environnement particulier, admettons la piraterie, voilà, vous devez faire un jeu autour de la piraterie. Donc voilà, c'était assez intéressant de parler de ce jeu, parce que à ma connaissance, c'est la toute première fois qu'on fait une game jam sur le thème des oiseaux, et j'avoue que je serais très très curieux de savoir ce qui est sorti comme jeu là-bas, et je vous invite à vous renseigner sur Jacques Barrault, qui est un jeu accessible pour tout public que vous pouvez trouver sur Steam et sur Switch, et je trouvais ça assez intéressant d'en parler, parce que des jeux comme ça, vidéo, qui parlent d'espèces en danger, il y en a de plus en plus, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut réussir
à atteindre un nouveau public. Exactement, c'est un nouveau média qu'il faut utiliser. Et ce sera tout pour moi. Et ben pour moi aussi, on peut commencer pour les gros sujets de la semaine. Ah, les gros sujets, grosse enquête, attention, ça ne rigole pas. Ah mais on veut en apprendre plus, moi je suis curieuse, on m'a dit qu'il y avait un crime, j'attends. On est dans la ville de... Avons-nous droit à un Hercule Poirot en herbe, quelque chose du style pour nous mener le long de la résolution de ce crime. Figure-toi quand même que les gens ont pas mal cherché à qui était le responsable de tout ça. Donc on est dans la ville de Rockport, dans le Massachusetts. On avait parlé, Sophie, je crois, peut-être l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, je sais plus, mais en tout cas c'est un sujet qui remonte, d'une mésange qui utilisait des cailloux sur les rétroviseurs de voitures. Je sais pas si tu te souviens de ce sujet, et ça avait beaucoup surpris parce que effectivement, on savait que les oiseaux pouvaient attaquer parfois les rétroviseurs des voitures, voire les peintures, si les oiseaux se reflètent bien dedans, peuvent être aussi attaqués par les oiseaux. Et on avait été un petit peu surpris de ce genre de comportement qui est très très connu chez la mésange charbonnière. Je crois que c'était une mésange charbonnière, si mes souvenirs sont bons, une mésange nonnette, j'ai un doute sur l'espèce. Mais bref, on retourne dans le Massachusetts et début mars, eh bien, un automobiliste découvre avec angoisse la perte de son rétroviseur de voiture. Celui-ci est complètement fendu. Voilà, celui-ci est cassé, celui-ci est brisé, et il est évidemment pas très très content, ce monsieur ou cette dame se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà que quelques jours après, un autre rétroviseur de voiture est cassé. Et puis un autre rétroviseur de voiture est cassé. Et ça va se poursuivre jusqu'à temps qu'il y en ait 25 des rétroviseurs qui sont cassés. Ce qui est absolument gigantesque. Alors, il y en a un qui a une dent contre les rétroviseurs. Il y en a un qui a une dent effectivement contre les rétroviseurs. Alors, à l'époque, on se dit, 25 rétroviseurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui décide de casser tous les rétroviseurs des voitures, comme il y a quelqu'un qui décide de voler tous les mots, tous les U, des lettres U à Pau, je crois que c'est à Pau, où il y a quelqu'un qui enlève tous les U des enseignes de magasins. Pourquoi il fait ça, je ne sais pas, mais il le fait, donc les gens se posent plein de questions, savoir, mais attendez, qui peut être responsable de tout ça? On pense à des enfants qui font des blagues, on pense à plein de choses. Et puis il y a une résidente qui s'appelle Janelle Favaloro, qui elle va être témoin du coupable. Et ce coupable, évidemment, si on en parle dans le courrier de la Stern, pris sur le fait. Le coupable, c'est un oiseau. Mais Sophie, à ton avis, quel oiseau est-ce? Un truc pour fendre des rétroviseurs en deux, quelque chose du style un pic? Exactement, c'est un pic. C'est un pic qui est effectivement responsable de la cassure de ces différents rétroviseurs. Alors quand je dis cassure, les rétroviseurs sont pas cassés en deux, c'est juste les vitres des rétroviseurs qui sont détruites. Il s'agit d'un grand pic. Voilà, c'est le plus grand que vous pouvez trouver aux États-Unis. Il est aussi présent au Canada. Il fait grosso modo l'intégralité du Canada et une espèce de ceinture entre l'ouest et l'est des États-Unis. Il est beaucoup plus présent d'ailleurs dans l'ouest que dans l'est, mais il y a une partie, le Middle West, où l'oiseau est assez peu présent, et étant donné que la ville de Rockport est assez proche de Boston, du coup c'est une aire de répartition qui convient très très bien à l'oiseau. Donc Janelle Favaloro réussit à prendre sur le fait l'oiseau. Alors celui-ci n'est pas pris en flagrant délit de cassage de vitres, donc il peut s'en tirer avec un sursis sur ce côté-là. Et puis elle a l'idée justement de questionner les gens responsables de ce rétroviseur. Et les gens se manifestent les uns après les autres sur Facebook en disant « Mais moi aussi j'ai mon rétroviseur qui a été cassé par un oiseau, moi aussi !» Et donc tout le monde justement remonte l'histoire de ce pauvre grand pic qui détruit justement les rétroviseurs. Alors pourquoi les rétroviseurs sont détruits? On pense
évidemment, en premier lieu, au fait que ces oiseaux voient on va dire un ennemi, un mal qui ne soit pas désirable. Eh bien, ils vont attaquer justement l'image qu'ils voient de comment dire de leur reflet finalement, en croyant qu'il s'agit d'un adversaire potentiel, puisque je le rappelle, on est en pleine période de reproduction, ici même de nidification au moment où on enregistre chez les grands pics. Ça va durer jusqu'au mois de juin, et je vous rappelle que ça a commencé début mars, cette histoire, qui n'a été relayée qu'aux alentours du 15-20 avril, pour vous donner une petite idée. Donc il s'est passé un certain nombre de temps, mais la question qui se posait, c'est: ok, on a des grands pics qui cassent des miroirs, mais Sophie, t'en as déjà entendu parler, toi, d'histoires de pics qui cassent des miroirs? Parce que moi, pas. Non, bah je sais qu'il tambourine sur des trucs des fois qui sont un peu qui font du bruit, quoi. Peut-être qu'il s'est amusé à tambouriner là-dessus parce que ça faisait du bruit. Alors c'est une possibilité, mais dans ce cas, il se serait plus amusé à tambouriner, je pense, sur la carcasse de la voiture plutôt que sur le Oui, ça ferait rétroviseur, plus ce un qui son est quand même métallique, ouais. plus comment dire, plus fragile. Effectivement, comme tu le dis, Sophie, les oiseaux normalement tambourinent sur les comment dire, sur les arbres. Alors quand on parle de tambourinage, on parle de ce bruit très régulier, très sonore que les pics font, en opposition au martèlement qui est un comment dire, qui est un son beaucoup plus sporadique et visant notamment à chercher de la nourriture, donc beaucoup moins sonore. On peut facilement faire la différence lorsqu'on est en forêt entre un tambourinage et un martèlement. Mais effectivement, Sophie, comme tu l'as dit, les pics peuvent utiliser des objets plus originaux, des panneaux de circulation par exemple, des boîtes télégraphiques de temps en temps, des poteaux télégraphiques de temps en temps, des fusées aussi de temps en temps. Il y a une fusée effectivement qui a dû en 1995 être rentrée au hangar parce que donc c'est des pics flamboyants cette fois-ci, c'est pas des grands pics, se sont attaqués au fuselage de la fusée et ont compromis l'intégrité de la fusée, et donc du coup la NASA a dû rentrer la fusée au garage pendant 2 semaines, ce qui fait que la mission a pris du retard. Mais effectivement, comme tu précises bien, on a des oiseaux qui utilisent divers supports pour faire du bruit. Tout ce qui fait du bruit peut être utile à l'oiseau. Alors je me suis renseigné, je suis allé un petit peu observer sur les réseaux, voir s'il y avait d'autres gens qui avaient ce genre de soucis. Et c'est un phénomène qui a été visiblement déjà observé à quelques reprises de manière très sporadique, notamment en 2020, où on a une femme qui, repérait ce genre de comportement avec une photo du pic qui est sur sa voiture. Alors elle ne dit pas si son rétroviseur a été attaqué ou autre, mais voilà, on a plusieurs signalements de comportements qui pourraient se rapprocher du comportement que l'on a de ce grand pic de Rockport. Grand pic sans S ou grand pic avec un S, parce qu'on ne sait pas si c'est un oiseau ou plusieurs individus qui sont responsables du grand bazar qui a été instauré dans la ville. Bon, les gens sont plutôt philosophes, ils sont tous plutôt en train de se marrer, de se dire qu'ils perdent des rétroviseurs à cause d'un grand pic, des différentes interviews que l'on peut lire de ça et de là, puisque c'est évidemment une histoire assez marrante qui a été pas mal relayée dans la presse américaine, notamment ces dernières semaines. Donc voilà, je voulais vous raconter cette petite histoire dont on suppose que l'oiseau a attaqué son reflet, mais 25 rétroviseurs, ça fait quand même beaucoup. Ça fait 25 reflets, c'est pas mal. Ouais, mais bon, à chaque fois qu'il voit comment dire un rétroviseur, il attaque un concurrent, ça fait quand même beaucoup. Il faut croire. Je trouve beaucoup, voilà. Et donc les experts sont assez formels. La saison va poursuivre jusqu'au mois de juin, et donc voilà, c'est assez intriguant d'avoir ce genre de comportement, en espérant qu'on ait peut-être d'autres comportements qui pourront nous permettre peut-être d'avoir d'autres explications sur le pourquoi ce pic s'est mis d'un coup à attaquer les voitures. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'histoire a été remontée pour la première fois le 1er avril. Et donc du coup les gens ont fait non mais c'est une blague. Non, pas du tout, c'était pas une blague. Il y a vraiment eu des pics qui ont attaqué, enfin un pic qui a attaqué les rétroviseurs, avec des dégâts que l'on peut voir un petit peu partout sur la toile si jamais
si jamais si jamais vous voulez vous balader un petit peu là-dessus. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'articles qui parlent de ce grand pic, hein, et de ses mésaventures. C'est terrible. Ouais, incroyable. Ah là 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 là. Terrible histoire. Voilà. Et alors, pour la petite histoire, c'est l'oiseau qui inspira Woody Woodpecker. Alors, on sait pas trop. Certains disent que c'est le grand pic, d'autres disent que c'est le pic à bec ivoire. Ça joue un peu entre les deux, mais en tout cas, voilà, les deux oiseaux se ressemblent beaucoup. Donc, c'est un des deux qui a inspiré le personnage de Woody Woodpecker, célèbre dessin animé, évidemment. Évidemment. Eh ben, écoute. Super enquête. Ah ben, merci beaucoup. Et moi j'adore la conclusion de l'article de People où justement ils interrogent un spécialiste et le spécialiste dit ce n'est pas vraiment le bon moyen pour attirer une partenaire. Je ne pense pas que les femmes piques seront impressionnées par ce comportement. Et on sait jamais, on sait jamais. Ça peut peut-être vouloir dire, tu vois, t'as pas besoin de miroir pour savoir que t'es jolie. C'est peut-être ça le message à envoyer, tu vois. C'est peut-être ça. Ouais. Après, il brise peut-être 25 miroirs parce qu'il se dit s'il en brise 1 ou 2 ou 3, ça va porter malheur et donc du coup il a pas de partenaire. Enfin c'est genre, hein. Ouais. Faudrait voir s'il continue maintenant ou pas. Cette cascade d'anthropocentrisme a été réalisée par des professionnels. Ne la reproduisez ne faites pas ça chez vous. Oh mon Dieu. Sophie, on va parler de copains chez les oiseaux. Visiblement, le grand pic ne se fera pas des copains, voilà. Mais du coup, la dernière fois qu'on a parlé de copains, c'était chez les vautours et c'était ouf. Hein. C'était vraiment top. Hein. Faudra aller revoir l'épisode, enfin réécouter l'épisode si vous l'avez pas entendu, parce que franchement, là, il y avait quelque chose. Alors là, on va peut-être pas partir aussi loin que chez du vautour. On va rester chez du perroquet. Okay. Et plus précisément, on va aller chez la conure veuve, qu'on appelle à présent d'ailleurs la perriche veuve. Non, pas la perruche, la perriche. On peut l'appeler la perruche veuve, mais c'est l'ancien. Oui, c'est l'ancien nom. D'accord. Ou perruche moine, on l'appelait aussi perruche moine. Non, mais perriche, elle a un nouveau nom désormais. Perriche, ouais, perriche. D'accord. Myopsita monachus, pour ceux qui connaissent son petit nom scientifique. Okay. Alors c'est un oiseau qui est pas très très grand, ça ressemble... le dessus est vert, comme chez beaucoup de psittacidés hein, d'ailleurs, et par contre au niveau du ventre et en dessous du bec, on est plus sur un ton gris clair. Donc c'est un oiseau qui est assez joli, moi je trouve très joli, c'est des tons assez doux, c'est sympa. Voilà. Là où il habite, par contre, les gens le considèrent un petit peu comme un nuisible parce que il colonise tout et il fait de très gros nids et notamment il fait des nids communautaires. C'est un oiseau, comme beaucoup de psittacidés, qui va vivre en groupe et qui fait des nids avec plusieurs chambres dedans et avec plusieurs couples qui vont nicher exactement dans le même nid et toutes les perriches donc s'occupent du nid toutes ensemble et s'occupent et comme ils ne migrent pas, ils entretiennent le nid toute l'année et ça peut donner, alors si vous baladez un petit peu sur internet et que vous voyez des photos, les nids communautaires généralement c'est des trucs qui peuvent être assez gigantesques. Oh oui. Et là on est sur des trucs qui peuvent recouvrir, alors là il y avait un exemple notamment sur la flèche d'une cathédrale et ça recouvre la flèche de la cathédrale parce qu'il y en a tellement. Okay. Incroyable. Moi je pensais au républicain social, l'oiseau qu'on voit en Afrique qui est capable de créer des nids absolument gigantesques et lourds, tellement lourds que parfois les arbres s'effondrent sur leur propre poids. C'est assez impressionnant à voir. Et d'ailleurs ils ont un problème avec les poteaux télégraphiques parce que des fois les républicains prennent les poteaux télégraphiques et il se passe la même chose parce que les poteaux sont pas capables
de gérer une telle charge. Bah, c'est pareil pour cela. Alors ils nous disent que le poids de ces nids communautaires peut atteindre jusqu'à 200 kg. Et effectivement, quand tu les vois sur des poteaux électriques comme ça, 200 kg, ça finit par peser. Et oui, ça peut tomber à cause de ça facilement. Mais du coup, on est dans quelle région du monde ? Alors là, au plus du côté du Brésil, du Paraguay, enfin bref, en Amérique du Sud, quoi. D'accord. Voilà. Je l'ai dit, il y a quelques communautés quand même d'individus qui ont été relâchés parce que c'est un animal qui se trouve en captivité et qui s'est adapté à la vie dans nos cités européennes, dans tous les cas. Donc il y en a quelques-uns en Espagne, du côté de Barcelone notamment. En France, on en trouve du côté de Montpellier et même du côté de Marseille. Et en Grèce, on en a dans le Jardin national à Athènes. Ok. D'accord. Et même en Italie, tu peux en trouver un petit peu à Rome. Et je crois qu'elle remonte même jusqu'à Bruxelles, donc en Belgique. Donc ça se balade un peu partout dans la région Europe. Mais c'est pas originaire de là, ne vous y trompez pas, c'est originaire d'Amérique du Sud, c'est bien de là qu'elles viennent. Les populations qui sont en Europe sont évidemment des populations originellement captives qui ont été relâchées. Alors, chez ces oiseaux-là, on a dit que c'était des oiseaux qui étaient des oiseaux sociaux, donc qui vivent en groupe, en grands groupes parfois. Et il y a une étude qui est sortie récemment qui s'est intéressée à ces groupes d'oiseaux. Alors eux, ils sont partis, ils sont pas restés en Europe, ils sont partis en Amérique du Sud directement pour aller voir ce qui se passe là-bas. Non, autant pour moi, ils sont allés à Barcelone. C'est moins loin d'un coup. Oui, c'est moins loin. Du coup, ils sont restés à Barcelone, autant pour moi. Je pensais qu'ils étaient partis là-bas, mais pas du tout. Ils sont restés à Barcelone, donc, et ils sont intéressés à la colonie qu'on a à Barcelone, donc en Espagne, et ils sont intéressés aux relations les individus entretenaient les uns avec les autres dans cette colonie à Barcelone. Et alors on sait que chez les animaux sociaux, ce qui est très très important dans un groupe d'animaux, ça va être la communication. Parce qu'évidemment, quand on est un groupe, on essaie de communiquer, alors que ce soit pour trouver de la nourriture, pour trouver un logement, pour arriver à se protéger des prédateurs, pour sonner l'alerte, etc. Donc la communication, c'est un des points super importants quand vous êtes une espèce sociale qu'il ne faut absolument pas négliger. Évidemment, cette conure ou cette perriche, comme vous le souhaitez, ne fait pas exception à la règle vu que son langage est particulièrement développé et elle a énormément de mots et de vocabulaire en quelque sorte pour communiquer avec ses semblables. Alors, les scientifiques qui ont étudié ça, ils sont intéressés donc aux différents types de mots qui pouvaient émettre, alors que ce soit des petits caquettements, des petits roucoulements, enfin à peu près toute la gamme de trucs que vous pouvez imaginer, hein. Un petit peu d'un perroquet. Ils ont étudié un total de 337 petites perriches, et ce qui leur a donné à peu près 5600 vocalisations au total, donc ça fait beaucoup, ça fait pas mal de données quand même. Pas mal, effectivement. Sur lesquelles ils ont fait pas mal de stats, hein, comme d'habitude on en revient toujours aux mêmes choses, et ils ont essayé de voir en plus de ces vocalisations les relations que chaque individu entretenait avec les autres, et s'ils étaient dans un grand groupe, s'ils étaient dans un groupe plus petit, s'ils avaient fait un nid, et avec qui dans ces cas-là, et avec qui ils communiquaient. Donc ils ont aussi dressé tout un réseau de communication et de relations entre ces perruches, et ils ont réussi à reconstituer un petit peu les relations de parenté et de copinage entre tous ces individus. Ça fait beaucoup. On rappelle plus de 300 individus quand même. Et alors, ce qui était très très intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs conclusions à l'étude. La première, c'est que, évidemment, les individus qui communiquent le plus, qui sont les plus sociaux et qui ont un réseau plus développé, c'est ceux qui vont avoir le plus de sons différents dans leur répertoire, que ce soit des petits cris, des petits trucs un peu plus doux, enfin bref, n'importe quoi. Ils vont avoir beaucoup plus de sons disponibles dans leur répertoire de sons que les autres. Et à ton avis, quel sexe est celui qui communique le mieux? Moi je dirais les femelles parce que elles passent peut-être plus de temps au nid, donc du coup elles ont peut-être plus l'occasion de vocaliser ensemble dans ces zones où elles sont réunies, enfin dans les ensembles de nids où elles sont réunies. J'ai perdu le mot.
Pour moi, ça me paraîtrait logique, plus le réseau qu'elles peuvent se faire lorsqu'elles recherchent la nourriture. Ce que les mâles ont peut-être pas. Puis les mâles sont peut-être plus agressifs, donc du coup, ils ont peut-être pas envie de parler entre eux. Donc. Ouais, on est parti sur du machisme, effectivement. Attention. Il en faut. Non, mais effectivement, tu n'as pas tort dans ton raisonnement. C'est effectivement les femelles qui sont les plus communicantes. Et elles ont un répertoire très 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 étendu comparé aux mâles. Alors, ça s'explique d'une part parce qu'en fait, les mâles, ils sont très occupés à délimiter leur territoire, donc comme tu l'as dit, il y a un peu plus d'agressivité à ce niveau-là, parce qu'il faut qu'ils chantent pour délimiter leur territoire, et c'est généralement des sons qui se répètent, ceux-là. Et et la plupart des sons qu'ils vont utiliser, c'est ce qu'ils appellent des sons d'appel. Donc c'est des choses pour vérifier que tous les individus du groupe sont là, en fait. C'est surtout ça. Alors que les femelles, elles ont une sorte de babillage un peu plus élaboré, vachement plus diversifié, parce que elles communiquent effectivement. Elles utilisent pas juste des sons pour vérifier que tout va bien ou pour établir leur territoire. En fait, elles communiquent véritablement avec les autres, et elles ont tout ce réseau d'amitié en quelque sorte, de relations sociales avec les autres femelles, avec les mâles, avec un peu tout le monde. Et qu'elles se forment au fur et à mesure. Évidemment, plus le groupe est grand, plus elles ont un grand réseau social, mais en gros, c'est elles qui vont vraiment un peu faire du babillage toute la journée entre différentes copines, arriver à s'échanger les dernières nouvelles. Donc c'est marrant parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une grosse ressemblance avec pas mal de gens que je connais finalement. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que je sais pas si c'est la première fois qu'on met autant en exergue la différence entre mâles et femelles dans peut-être la variété des sons qui sont présentés. En tout cas, ça a toujours été en faveur du mâle. Là, pour le coup, c'est en faveur de la femelle. Et je trouve ça assez intéressant, ce changement de paradigme. Mais c'est ce que les chercheurs soulignaient dans l'étude aussi, c'est qu'effectivement, d'habitude, on a tendance à penser, et c'est généralement ce qui se confirme chez beaucoup d'espèces d'oiseaux, que le mâle a le vocabulaire le plus développé, en quelque sorte, dans ce qu'il peut avoir comme cri, comme son, enfin bref, comme appel différent dans son vocabulaire, comparé à la femelle qui, généralement, a un répertoire beaucoup plus restreint. Bah là, cette fois-là, c'est l'inverse, et c'est la femelle qui a le répertoire largement plus développé que celui du mâle pour le coup, avec des individus qui sont capables d'avoir une trentaine, une quarantaine de sons différents, avec évidemment des significations différentes, on le suppose bien, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas encore au déchiffrage. Mais nous ne parlons pas la péniche. Évidemment. Voilà, donc ça c'était intéressant, et donc c'est à corréler avec une autre petite étude qui est sortie il y a pas longtemps, qui nous expliquait que effectivement les relations à l'intérieur des groupes d'animaux sociaux et notamment d'oiseaux sociaux, c'est plus commun qu'on ne le pense, avec une étude qui cette fois-ci s'est intéressée non pas aux psittacidés mais aux étourneaux. Et c'est des étourneaux africains cette fois-ci qui ont été pris comme sujet pour l'étude, et elle nous explique que dans ces groupes d'étourneaux, qui peuvent aller jusqu'à une centaine d'individus faciles, en fait, les étourneaux n'ont pas que des relations de parenté. On avait l'habitude de penser que il y avait de l'entraide, notamment chez ces espèces-là, il y a pas mal d'entraide lors de la reproduction, il y a les saisons de reproduction. Les enfants de la précédente saison vont aider les parents avec leur nouvelle nichée, et on pensait, ou les oncles, les tantes, etc. Bref, c'est pas mal de relations de parenté dans ces cas-là pour l'entraide. Mais en fait, il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de relations qui ne sont pas du tout des relations de parenté, mais qui pourraient plus s'apparenter à des relations d'amitié entre différents oiseaux qui ont tendance à se rendre des services, cette fois-là, mutuels, mais seulement avec des individus qui les apprécient, parce que c'est toujours avec les mêmes individus que ça se passe. D'accord. Et c'est pas des individus qui ont des liens du sang du tout, pourtant. Donc c'est très amusant aussi. Donc tout ça pour dire que les oiseaux finalement sociaux sont beaucoup plus portés sur les relations sociales que ce qu'on pensait. Alors ils forment des amitiés visiblement, et puis ils discutent beaucoup. c'est clair. Donc voilà, juste une petite étude pour leur dire que finalement nous ne sommes pas si éloignés des oiseaux que ce qu'on pensait. Incroyable. Eh ben, on en apprend toutes les semaines, hein. C'est fou. N'est-ce pas? C'est fou.
Eh bien, c'est sur ces quelques dernières phrases que nous allons nous quitter. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez le retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes de streaming. Vous le retrouvez aussi sur YouTube. Et vous retrouvez aussi les anciens sur toutes les plateformes de streaming et YouTube. Si vous avez des questions, les commentaires sur YouTube sont faits pour ça. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous et salut à toutes. À plus.